De 0 à 1 par Peter Thiel. Chaque moment en affaires n'arrive qu'une seule fois. Le prochain Bill Gates ne construira pas un système d'exploitation. Le prochain Larry Page ou Sergey Brin ne créeront pas un moteur de recherche. Et le prochain Mark Zuckerberg ne créera pas un réseau social. Si vous copiez ces personnes, vous n'apprenez rien d'elles. Bien sûr, il est plus facile de copier un modèle que de créer quelque chose de nouveau. Faire ce que nous savons déjà faire fait passer le monde de 1 à n, ajoutant davantage de quelque chose de familier. Mais chaque fois que nous créons quelque chose de nouveau, nous passons de 0 à 1. L'acte de création est singulier, tout comme le moment de création, et le résultat est quelque chose de frais et d'étrange. À moins qu'elles n'investissent dans les tâches difficiles de créer de nouvelles choses, les entreprises échoueront à l'avenir. Peu importe à quel point leurs bénéfices restent importants aujourd'hui, que se passe-t-il lorsque nous avons tiré tout ce que nous pouvions, des ajustements minutieux, des anciennes lignes de métier que nous avons héritées? Aussi improbable que cela puisse paraître, la réponse menace d'être bien pire que la crise de 2008. Les meilleures pratiques d'aujourd'hui mènent à des impasses. Les meilleurs chemins sont nouveaux et inexplorés. De 0 à 1 traite de la manière de construire des entreprises qui créent des choses nouvelles. Il s'appuie sur tout ce que j'ai appris directement en tant que cofondateur de PayPal et de Palantir, puis en tant qu'investisseur dans des centaines de startups, y compris Facebook et SpaceX. Mais bien que j'ai remarqué de nombreux schémas et que je les relate ici, le livre ne propose aucune formule pour le succès. Le paradoxe de l'enseignement de l'entrepreneuriat est qu'une telle formule ne peut exister, car chaque innovation est nouvelle et unique. Aucune autorité ne peut prescrire de manière concrète comment être innovant. Et en fait, le modèle le plus puissant que j'ai remarqué est que les personnes qui réussissent trouvent de la valeur dans des endroits inattendus. Bienvenue sur le podcast des héros, où nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Domer. Est-ce que vous savez que ce podcast est disponible gratuitement sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et bien d'autres? Les liens vers le podcast sur chacune de ces plateformes sont dans la description de cet épisode. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, laissez une bonne note s'il vous plaît pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Merci. Avant de commencer l'épisode, sachez que vous pouvez avoir gratuitement la version audio de la plupart des livres dont je parle dans ce podcast. Oui, gratuitement, grâce à Audible. Audible est une plateforme où vous pouvez acheter et écouter des livres audio. Si vous utilisez mon lien, doumer.me/audible, donc doumer.me/audible, audible, doumer.me/audible. Bon, le lien est dans la description. Donc, si vous utilisez mon lien et que c'est votre première fois d'utiliser votre compte Audible, vous aurez le livre dont je parle dans cet épisode gratuitement ou n'importe quel autre livre audio de votre choix. En fait, j'aime les livres audio car ils sont super pratiques, surtout quand vous êtes dans les transports en commun ou dans une salle d'attente et que vous voulez faire bon usage de votre temps. Bon, cette introduction était celle du livre De 0 à 1 par Peter Thiel avec Blake Masters. Avant de commencer, je tiens à préciser que le lien vers le livre, pour acheter le livre est dans la description de cet épisode. Il est disponible en français et en anglais. Et si vous utilisez mon lien que j'ai mis dans la description de cet épisode, vous aidez le podcast. Le prix reste le même pour vous, rien ne change pour vous. Mais le fait que vous utilisez le lien pour l'acheter, ça aide mon podcast. Et je vous remercie d'avance. Bon, moi j'ai lu le livre en anglais et je n'avais qu'une copie en anglais. Et les extraits que j'ai pris là, c'est des extraits que j'ai traduits. Ceux qui ne connaissent pas qui est Peter Thiel c'est un entrepreneur américain, une légende de la Silicon Valley qui est cofondateur de PayPal et de Palantir. Pour PayPal, je pense que vous connaissez tous PayPal, la fintech, la célèbre fintech. Ouais, et il a cofondé PayPal avec Lev Shin et Elon Musk plus tard. Bon, Elon Musk, c'était après une fusion. Bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais c'est un entrepreneur célèbre. Il est aussi très connu comme l'un des premiers investisseurs de Facebook. Et c'est grâce à son capital de départ que Mark Zuckerberg a pu faire la scale-up, faire
étendre Facebook à travers plusieurs campus. Bon, vous l'aurez compris, c'est quelqu'un qui a une très grande expérience dans le monde de l'entrepreneuriat et la création des startups. Et il est très influent. Donc voici son livre et les leçons qu'il a apprises lors de ses investissements et lors de la création de ses startups. Et il faut souligner que Palantir et PayPal sont toutes des licornes. Donc le gars, il a contribué à créer plus d'une licorne, ce qui est déjà phénoménal. Faire une licorne, c'est phénoménal. Et en faire deux, c'est quelque chose. Mais c'est quoi une licorne? Une licorne, c'est une startup qui est valorisée à 1 milliard ou plus, 1 milliard de dollars ou plus, une licorne. Ça fait partie des termes que je vais utiliser dans cet épisode et peut-être dans les prochains épisodes. Pourquoi 0 à 1? Lorsque nous réfléchissons à l'avenir, nous espérons un avenir de progrès. Ce progrès peut prendre l'une des deux formes. Le progrès horizontal ou extensif consiste à copier ce qui fonctionne, à passer de 1 à n. Le progrès horizontal est facile à imaginer car nous savons déjà à quoi il ressemble. Le progrès vertical ou intensif consiste à faire des choses nouvelles, à passer de 0 à 1. Le progrès vertical est plus difficile à imaginer car il nécessite de faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Si vous prenez une machine à écrire et en construisez 100, vous avez réalisé un progrès horizontal. Si vous avez une machine à écrire et construisez un traitement de texte, vous avez réalisé un progrès vertical. Un traitement de texte, il parle de Word, comme Microsoft Word, un truc comme ça. C'est ça un peu la base de son raisonnement quand il parle de 0 à 1. Et dans le livre, il commence fort. Le gars, il commence à parler de l'époque où il a lancé PayPal avec Max Levchin, son cofondateur. Il dit qu'à cette époque, les startups étaient en feu. C'était la fin des années 90. Le monde des startups était en feu à la Silicon Valley et c'était avant la bulle .com. C'était avant que cette bulle-là n'éclate, la bulle Internet. À cette époque, il y avait des milliers de startups. Les startups voyaient le jour partout aux États-Unis. Et il parle de cette euphorie qui se passait à l'époque. Il dit que le monde était devenu fou. Ça me fait un peu penser à 2021 avec tous les projets crypto qui étaient partout sur Internet. Et des investisseurs qui jetaient de l'argent dans des entreprises qui créaient des trucs avec la blockchain et les crypto-monnaies. Et aussi des gens lambda qui mettaient toutes leurs économies dans le bitcoin ou d'autres crypto-monnaies ou même des shitcoins en espérant faire fortune. Cette même folie-là, je pense que c'est ça qu'il décrit. Et je pense que la folie qu'il décrit dans les années 90, lors de la bulle Internet, était même pire. Parce que la façon dont il décrit dans le livre, c'est fou. Il parle d'une connaissance à lui qui avait 40 ans, mais qui était encore à la fac. Et cette connaissance venait d'avoir 6 startups. Il avait ouvert 6 startups à la fois qu'il gérait simultanément. Et les investisseurs jetaient de l'argent partout. Une autre de ses connaissances parlait de l'introduction en bourse de sa société avant même de l'avoir créée. Vous imaginez un peu, vous voyez. C'était fou avant que la bulle Internet n'éclate, la dot-com bubble, comme on dit en anglais. Et même PayPal à cette époque. Bref, je vais vous lire l'extrait. Comment est-ce qu'il décrit comment PayPal était à cette époque. Écoutez bien. Au moins, PayPal avait une mission suffisamment grandiose. Celle que les sceptiques d'après la bulle qualifieraient plus tard de grandiose. Nous voulions créer une nouvelle monnaie Internet pour remplacer le dollar américain. Notre premier produit permettait aux gens d'envoyer de l'argent d'un Palm Pilot à un autre. Les Palm Pilot, c'est les premiers appareils mobiles, un peu comme l'ère avant les smartphones. C'était des petits appareils comme des agendas que vous pouvez noter, faire des notes, faire plein de trucs, comme une tablette quoi. Une tablette mais en primitif. Bref, si vous allez sur Google, vous verrez un peu de quoi il parle. Donc, il dit... Notre premier produit permettait aux gens d'envoyer de l'argent d'un Palm Pilot à l'autre. Cependant, personne n'avait besoin de ce produit. Personne n'en avait besoin. Sauf les journalistes qui l'ont désigné comme l'une des 10 pires idées commerciales de 1999. Les Palm Pilot étaient encore trop exotiques à l'époque. Mais l'email était déjà courant. Alors, nous avons décidé de créer un moyen d'envoyer et de recevoir des paiements par email. À l'automne 1999, notre produit de paiement par email fonctionnait bien. Le 16 février 2000, le Wall Street Journal a publié un article applaudissant notre croissance virale et suggérait que PayPal valait 500 millions de dollars. Lorsque nous avons levé 100 millions de dollars le mois suivant,
Le mois suivant, notre principal investisseur a pris la valorisation rapide estimée par le journal comme une autorité. Notre investisseur était encore plus pressé. Une entreprise sud-coréenne nous a envoyé 5 millions de dollars sans négocier aucun accord, ni signer de documents. Lorsque j'ai essayé de leur rendre l'argent, ils ne m'ont pas dit où l'envoyer. C'est drôle. Il y a quelques mois de cela, les gars, des journalistes les dénigraient, les traitaient de pire idée de 1999. Et voilà, quelques mois plus tard, une société leur envoie 5 millions de dollars. Genre, prenez l'argent, on veut investir, c'est obligé, on va vous balancer de l'argent à la figure. Vous voyez un peu. Bref, mais au moins, eux, ils avaient une idée grandiose, une idée qui tenait la route. La preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, on utilise PayPal. Moi, j'utilise PayPal. Plusieurs personnes autour de moi utilisent PayPal. Donc voilà. C'est un peu comme ça que c'était à cette époque-là. L'atmosphère dans la Silicon Valley. Et l'histoire de PayPal est fantastique. Le prochain épisode sera sur PayPal. Ça, je vous le dis. Et je pense que vous allez l'adorer. Là, j'ai lu le livre de la biographie des fondateurs de PayPal. Bon, c'est un livre sur PayPal et c'est tellement fantastique. Je vous assure que si vous êtes un fondateur de start-up, vous devez lire ce livre. Ça va dans les détails, dans la bataille qu'il y avait dans PayPal, l'acquisition d'utilisateurs, product market fit, les erreurs qu'ils ont fait, les pivots. Le projet PayPal n'est pas né en tant que l'idée de faire les paiements comme on connaît aujourd'hui. C'est né de plusieurs pivots. Donc, Elon Musk de son côté avait sa société et Max Levchin et Peter Thiel de l'autre côté avaient leur société. Et les deux n'avaient pas du tout envisagé que les gens auront besoin de leur solution. Mais après plusieurs pivots chacun de leur côté, ils ont réussi à converger vers cette solution-là, PayPal. Ils ont écouté le marché et ils ont réussi à sortir avec cette solution. Et ce processus de pivot et comment ils se sont adaptés au marché, c'est fantastique. Bref, je vais faire un épisode dessus. Il ne faut pas que je vous spoil. Je ne veux pas spoiler. Et ce qui est marrant, c'est que PayPal était une start-up avec tellement de talent qu'après, il y a eu ce qu'on appelle la mafia de PayPal. Les fondateurs de PayPal et les premiers employés sont allés de leur côté et ils ont créé chacun, bon pas tous mais certains d'entre eux ont créé chacun au moins une licorne. Et vous vous rendez compte, chacun d'entre eux allait de leur côté créer au moins une licorne. Il y avait Peter Thiel qui après PayPal a fait Palantir, Elon Musk qui a fait SpaceX et Tesla. Il y a les fondateurs de YouTube et LinkedIn. Bref, Yammer, il y en a tellement. Je vais en parler dans le prochain épisode, promis. Il sortira bientôt. J'ai hâte de faire cet épisode même. J'ai hâte. Ouais. Donc du coup, dans le livre, il parle aussi de ce qu'il a appris du dot-com crash. Donc là, quand la bulle Internet a éclaté et tout ce qu'il a appris de ce crash-là. Et c'était au début des années 2000. Et voici quelques leçons qu'il partage dans le livre. La première leçon est 1. De réaliser des avancées incrémentales. Les grandes visions ont enflé la bulle Internet. Elles ne devraient donc pas être encouragées. Quiconque prétend être capable de faire quelque chose de grand est suspect. Quiconque veut changer le monde devrait faire preuve de plus d'humilité. Les petites étapes progressives sont la seule voie sûre à suivre. Rester agile et flexible. Donc ça, c'est le deuxième point. Le deuxième enseignement, la deuxième leçon qu'il a appris. La deuxième leçon est de rester agile et flexible. Toutes les entreprises doivent être non planifiées. Vous ne devriez pas savoir ce que votre entreprise fera. La planification est arrogante et inflexible. Au lieu de cela, vous devriez essayer des choses, donc itérer. L'entrepreneuriat est une expérimentation agnostique. Et quand je lis ces leçons et je pense à l'histoire de PayPal, toutes les étapes à travers lesquelles il est passé avec son équipe sont cohérentes en fait. Et bon, je vais pas spoiler. Prochain épisode, ne manquez pas le prochain épisode. Ouais, et il a partagé plusieurs leçons dans le livre. Et là, il dit aussi à la fin, il dit que ce qui est marrant, c'est que même le contraire de ces leçons-là sont aussi vraies. Vous voyez, genre, il dit, il ne faut pas avoir d'idées grandioses, mais après, il dit, bon, c'est vrai, mais dans certains cas, le contraire, il faut bien avoir une idée grandiose pour pouvoir accomplir quelque chose de grand. Donc, en quelque sorte, il réitère le fait qu'il n'y a pas de formule magique pour réussir en entrepreneuriat. Il faut juste savoir s'adapter. Et l'une des choses particulières qu'il partage dans le livre est d'éviter la compétition. Pour lui, entrer en compétition est une mauvaise chose.
Selon lui, il faut chercher à avoir le monopole de son secteur d'activité et éviter toute forme de compétition. Et sa façon d'éviter la compétition qu'il recommande, c'est de rendre toute forme de compétition impossible, quasiment impossible. Quand j'ai suivi Peter Thiel dire ça pour la première fois, c'était dans une conférence qu'il a fait à Stanford, si je me rappelle bien. La vidéo est sur YouTube. Je vais mettre le lien dans la description de cet épisode pour que vous puissiez la voir aussi. Et ça m'a paru bizarre quand il a dit ça. Parce que normalement, les entrepreneurs disent qu'il ne faut pas avoir peur de la compétition. Qu'en fait, les compétitions sont bonnes, tout ça. C'est ce que plusieurs entrepreneurs prêchent sur Internet, et partout quand on va sur Internet. Mais Peter Thiel voit les choses différemment. Et dans le livre, il explique pourquoi est-ce qu'il voit les choses différemment. Et quand on essaie de comprendre pourquoi, tout paraît très cohérent. Et il prend ceci comme exemple pour démontrer pourquoi la compétition n'est pas bonne, pourquoi il faut l'éviter. La version commerciale de notre question contraire est la suivante. Quelle entreprise de valeur personne ne construit-elle? Cette question est plus difficile qu'elle y paraît, car votre entreprise pourrait créer beaucoup de valeur sans devenir très précieuse elle-même. Créer de la valeur ne suffit pas. Vous devez également capturer une partie de la valeur que vous créez. Cela signifie que même de très grandes entreprises peuvent être de mauvaises entreprises. Par exemple, les compagnies aériennes américaines transportent des millions de passagers et créent des centaines de milliards de dollars de valeur chaque année. Mais en 2012, lorsque le prix moyen d'un aller simple en avion était de 178 $, les compagnies aériennes ne réalisent que 37 cents de profit par passager et par trajet. C'est très petit. Comparez cela à Google, qui crée moins de valeur, mais en capture beaucoup plus. Google a généré 50 milliards de dollars de revenus en 2012, contre 160 milliards de dollars pour les compagnies aériennes, mais a conservé 21% de ses revenus en tant que bénéfice. Plus de 100 fois la marge bénéficiaire de l'industrie des compagnies aériennes cette année-là. Vous voyez la différence. Bon, je continue. Les compagnies aériennes se font concurrence entre elles. Là, il parle encore de la concurrence, la compétition. Mais Google se distingue. Les économistes utilisent deux modèles simplifiés pour expliquer la différence. La concurrence parfaite et le monopole. La concurrence parfaite est considérée à la fois comme l'état idéal et par défaut dans les cours d'économie. Les marchés dits parfaitement compétitifs atteignent un équilibre lorsque l'offre des producteurs rencontre la demande des consommateurs. Chaque entreprise sur le marché concurrentiel est indifférenciée et vend des produits homogènes identiques. Étant donné qu'aucune entreprise ne détient un pouvoir de marché, elles doivent toutes vendre au prix déterminé par le marché. S'il y a de l'argent à gagner, de nouvelles entreprises entreront sur le marché, augmenteront l'offre, feront baisser les prix et élimineront ainsi les bénéfices qui les ont attirés en premier lieu. Si trop d'entreprises entrent sur le marché, elles subiront des pertes. Certaines fermeront et les prix remonteront à des niveaux durables sous la concurrence parfaite. À long terme, aucune entreprise ne réalise de profit économique. L'opposé de la concurrence parfaite est le monopole. Alors qu'une entreprise en concurrence doit vendre au prix du marché, un monopole possède son marché et peut fixer ses propres prix. Étant donné qu'il n'a pas de concurrence, il produit la quantité et le prix qui maximisent ses profits. Je pense que cet exemple dit tout. Le gars compare les compagnies aériennes, leurs profits, leurs bénéfices, et Google qu'il considère comme un monopole. Même pas qu'il considère. On sait tous que Google a le monopole de la recherche sur Internet. Les parts de marché de Google sur le Search Engine Market, sur le marché des moteurs de recherche, c'est ridicule même. Ça va, je crois, au-delà de 80%. Pendant ce temps, il y a Bing, Yahoo et d'autres qui se battent là en bas. Bon, récemment, ça a un peu changé avec l'arrivée de ChatGPT. Mais j'espère bien que Microsoft va réussir à prendre le dessus sur Google. Là, actuellement, il y a la guerre de l'IA qui se passe. Il y a une guerre féroce. Actuellement, l'instant où j'enregistre cet épisode, il y a eu Microsoft Build et il y a eu Google I.O. 2023. Et chacune des entreprises ont sorti des produits IA innovants qui facilitent la recherche et qui facilitent l'utilisation de toute leur gamme de produits. Microsoft a amélioré la recherche en intégrant des copilots dans presque tous leurs produits, comme Windows, comme Visual Studio, beaucoup d'autres produits. Et Google a fait pareil avec Gmail et tout. On va voir comment ça va avancer. Et j'ai trop hâte de voir ce qui se passera dans les 10 années, dans les 10 prochaines années.
Bon, j'espère que Microsoft va réussir à manger les parts de marché de Google. Parce que on a beau dire que le monopole est bien pour ceux qui ont créé l'entreprise, mais la compétition est meilleure pour les consommateurs comme vous et moi. Donc voilà un peu. Et aussi pour revenir à l'exemple de Peter Thiel, c'est un exemple parfait pour démontrer à quel point la compétition peut être nocive pour les entreprises. Donc il faut avoir un monopole. Et il explique aussi dans le livre comment avoir ce monopole, qu'est-ce qu'il faut faire, les stratégies. Et son exemple est tellement cohérent, mais pas très évident du premier coup. Bon, quand vous y pensez, vous n'allez pas tout de suite réfléchir comme lui l'a fait. Mais maintenant que j'explique, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit c'est très cohérent. Et il dit aussi que Google est un exemple de start-up qui est allé de 0 à 1. Ils n'ont pas eu de compétiteurs dans le domaine de la recherche depuis qu'ils ont distancé Yahoo et Microsoft au début des années 2000. Il parle aussi des sociétés qui sont obsédées par la compétition. Il dit que dans le monde des startups, au début, les startups ne se calculent pas. Mais quand elles grandissent, elles commencent à se focaliser les unes sur les autres. Par exemple, Microsoft et Google. Bon, j'ai pris l'exemple avec ChatGPT tout à l'heure, mais là, je réitère. Microsoft et Google, ça c'est ce qu'il dit dans le livre. La partie ChatGPT, c'est moi qui... c'était mon analyse, mais son exemple dans le livre, c'est genre Microsoft et Google qui sortent des produits pour juste manger les parts de marché les uns des autres. Et par exemple, Windows, Microsoft a Windows et Google a sorti Chrome OS. Google a son Google Search Engine et Microsoft a sorti Bing. Office et Google Docs et plusieurs autres produits. Pendant que ces deux-là se battaient pour copier ou bien entrer en compétition contre l'autre, il y avait une autre société qui de son côté avançait sans aucun problème, Apple. Et Apple est passé calmement et a dominé avec ses produits uniques. L'iPhone, le Mac, bon, vous les connaissez tous. Et le résultat est que la valeur en bourse d'Apple est devenue plusieurs fois supérieure à celle de Microsoft et Google. Et cette partie me fait penser au Blue Ocean Strategy. Bon, c'est un livre que je lisais, que j'ai lu récemment, Blue Ocean Strategy. Et ce livre, en fait, ça parle d'une stratégie que les entreprises doivent adopter pour éviter la compétition et créer de nouvelles opportunités tout en facilitant l'acquisition de nouveaux utilisateurs. Et en fait, le livre divise le marché des sociétés en deux parties, l'océan rouge et l'océan bleu. L'océan rouge, c'est où il y a des requins qui se battent et qui dévorent la chair et le sang qui coule à flot partout. Et ça rend l'océan rouge, genre Red Ocean. Et de l'autre côté, il y a l'océan bleu, Blue Ocean, où il n'y a pas de compétiteurs, il n'y a que vous. Et vous pouvez manger autant de poissons là-bas, autant de chair que vous voulez. Et vous n'aurez pas de compétiteurs et l'océan ne sera pas rouge avec du sang partout. En fait, c'est une analogie. Donc, cet exemple-là, cette analogie fait référence au fait que vous ne devriez pas être dans l'océan rouge où il y a des sociétés qui vont en compétition les unes contre les autres, qui se dévorent des parts de marché, mais vous devez vous séparer de cette partie-là et aller dans l'océan bleu où vous êtes seul, vous créez votre segment de marché et vous faites votre business au calme avec de nouveaux utilisateurs. Par exemple, l'industrie du jeu vidéo, où on voit Nintendo qui a cessé d'entrer en compétition avec Sony et Microsoft pour sortir des appareils de plus en plus puissants. À l'époque, il y avait la GameCube qui était un peu en compétition avec la Xbox et la PlayStation 2. Mais après, Nintendo a sorti la Wii qui n'a totalement rien à voir avec... qui n'avait rien à voir avec les autres consoles. La Wii se jouait avec une sorte de télécommande et les mouvements, et aussi ça se jouait avec des mouvements. Bref, ils ont sorti une part de marché qui a permis d'acquérir de nouveaux utilisateurs tout en offrant des jeux totalement inédits qui n'étaient pas copiés par la concurrence. Et un autre exemple aussi dans le livre, ils ont pris l'exemple de Ford. À l'époque où les voitures n'étaient pas adoptées communément, où l'industrie automobile venait de naître, les voitures étaient très chères et les fabricants de voitures mettaient beaucoup de temps à fabriquer une voiture, à sortir une voiture d'usine. Et Henry Ford est arrivé aux États-Unis et il a créé une façon très efficace de créer de nouvelles voitures, de fabriquer de nouvelles voitures, tout en réduisant le coût de fabrication de la voiture
Et avec ça, avec cet avantage-là, il a créé un nouveau segment de marché de l'industrie automobile où il a pu acquérir de nouveaux utilisateurs, des utilisateurs de la classe moyenne qui pouvaient acquérir des voitures beaucoup moins chères et beaucoup plus faciles à produire. Et c'est comme ça qu'Henry Ford a réussi à bâtir son empire. Grâce à cette différenciation, il a créé un nouveau segment de marché. Les voitures qui étaient avant pour les riches, pour les gens qui avaient beaucoup d'argent et qui voulaient s'amuser avec leurs nouveaux gadgets, il a fait changer ce segment. Il a fait en sorte que ces voitures puissent être adoptées par d'autres personnes qui n'étaient pas aussi riches que ces gens-là. Et puis plus tard, il y a General Motors qui est venu et qui a créé un nouveau Blue Ocean. Donc, quand Henry Ford avait créé son Blue Ocean, General Motors est venu et il a créé son Blue Ocean avec des voitures qui étaient plus faciles à conduire et plus belles. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à prendre le dessus sur Ford au fil des ans. Donc, ils ont pris le dessus sur Ford en tant que la société qui vendait le plus de voitures à l'époque. Et ainsi de suite. Et c'est de cette façon-là que le Blue Ocean Strategy est fait. Une société vient, elle crée un nouveau segment de marché et après, évidemment, il y a des compétiteurs et elle crée un segment de marché. Et c'est un peu à partir de là, je pense que ça rejoint un peu ce que Peter Thiel essaie de nous dire dans ce livre. Il dit aller de 0 à 1. Et il dit aussi, une société qui arrête d'essayer d'aller de 0 à 1 va perdre sur le long terme. Donc, elle doit continuer d'innover. Tu crées ton nouveau Blue Ocean, tu ne t'arrêtes pas là, tu continues. Un peu comme Apple l'a fait avec le Macintosh. Après, ils ont fait avec l'iPod. Après, l'iPhone, l'iPad, ainsi de suite. Donc, comment avoir le monopole dans son secteur d'activité? Peter Thiel donne plusieurs exemples, plusieurs stratégies dans le livre, mais voici celle qui m'a le plus marqué. Il dit « Commencez petit et monopoliser. Chaque start-up est petite au début. Chaque monopole domine une grande part de son marché. Par conséquent, chaque start-up devrait commencer avec un marché très restreint. Il vaut toujours mieux de commencer trop petit que trop grand. La raison est simple. Il est plus facile de dominer un petit marché que de dominer un grand marché. Si vous pensez que votre marché initial pourrait être trop grand, il l'est très probablement. Petit ne signifie pas inexistant. Nous avons fait cette erreur au début de PayPal. Notre premier produit permettait aux gens de s'envoyer de l'argent via des Palm Pilot. C'était une technologie intéressante et personne d'autre ne le faisait. Cependant, les millions d'utilisateurs de Palm Pilot dans le monde n'étaient pas concentrés en un seul endroit. Ils avaient peu de choses en commun et utilisaient leurs appareils de manière épisodique. Personne n'avait besoin de notre produit. Nous n'avions pas de clients. La première erreur de PayPal, avant qu'ils ne fassent leur premier pivot. Après avoir tiré cette leçon, nous avons orienté notre attention vers les enchères sur eBay, où nous avons connu notre premier succès. À la fin de 1999, eBay comptait quelques milliers de vendeurs de puissance à fort volume. Et après seulement 3 mois d'efforts dédiés, nous en servions 25%. Il était beaucoup plus facile d'atteindre quelques milliers de personnes qui avaient vraiment besoin de notre produit que de tenter de rivaliser pour attirer l'attention de millions d'individus dispersés. Le marché cible parfait pour une start-up est un petit groupe de personnes spécifiques, concentrées et desservies par peu ou pas de concurrents. Un grand marché est un mauvais choix. Un grand marché déjà desservi par des concurrents est encore pire. C'est pourquoi il est toujours inquiétant lorsque les entrepreneurs parlent de capturer 1% d'un marché de 100 milliards de dollars. En pratique, un grand marché manquera soit d'un bon point de départ, soit il sera ouvert à la concurrence. Il est donc difficile d'atteindre 1% et même si vous réussissez à obtenir une petite part, vous devrez vous contenter de maintenir vos activités à flot. Car la concurrence acharnée signifie que vos bénéfices seront nuls. Donc voilà comment il explique. Et un autre truc intéressant dans le livre est qu'il dit qu'il faut chercher les secrets. Il faut chercher les secrets. Cette partie du livre me fait ouvrir les yeux sur tellement de choses. Pour Peter Thiel, nous devons continuer à rechercher les secrets de ce monde. Et il pense que les gens recherchent de moins en moins de secrets. Bon, je pense que vous vous demandez ce qu'il entend par secret. Bon, sa définition de secret n'est pas celle à laquelle vous avez été habitué. Il ne parle pas de répandre des commérages ou de parler dans le dos des gens. Non, au contraire, il parle de vérités importantes sur le monde que les autres ne réalisent pas. Je répète, des vérités importantes sur le monde que les autres ne réalisent pas. C'est ça les secrets.
et selon lui, les gens ne cherchent plus autant les secrets qu'avant. D'après lui, les innovations sont créées à partir des secrets que les gens réussissent à trouver dans le monde. Et il dit ceci: la plupart des gens agissent comme s'il n'y avait plus de secrets à découvrir. Un représentant extrême de cette vision est Ted Kaczynski, tristement connu sous le nom de Unabomber. Kaczynski était un enfant prodige qui s'est inscrit à Harvard à l'âge de 16 ans. Il a obtenu un doctorat en mathématiques et est devenu professeur à l'UC Berkeley. Mais vous n'avez jamais entendu parler de lui qu'à cause de la campagne de terreur de 17 ans qu'il a menée avec des bombes artisanales contre des professeurs, des technologistes et chefs d'entreprise. À la fin de l'année 1995, les autorités ne savaient pas qui était Unabomber, ni où il se trouvait. Le plus gros indice était un manifeste de 35 000 mots que Kaczynski avait écrit et envoyé anonymement à la presse. Le FBI a demandé à certains journaux de renom de le publier en espérant obtenir une avancée dans l'affaire. Cela a fonctionné. Le frère de Kaczynski a reconnu son style d'écriture et l'a dénoncé. On pourrait s'attendre à ce que ce style d'écriture montre des signes évidents de folie. Mais le manifeste est étrangement cohérent. Kaczynski affirmait que pour être heureux, chaque individu doit avoir des objectifs dont la réalisation nécessite des efforts et doit réussir à atteindre au moins certains de ces objectifs. Il a divisé les objectifs humains en 3 groupes. 1. Des objectifs qui peuvent être satisfaits avec un effort minimal. 2. Des objectifs qui peuvent être satisfaits avec un effort sérieux. Et 3. Des objectifs qui ne peuvent pas être satisfaits, peu importe les efforts déployés. Il s'agit de la trichotomie classique entre le facile, le difficile et l'impossible. Kaczynski soutenait que les gens modernes sont déprimés parce que tous les problèmes difficiles du monde ont déjà été résolus. Ce qu'il reste à faire est soit facile, soit impossible, et poursuivre ces tâches est profondément insatisfaisant. Ce que vous pouvez faire, même un enfant peut le faire. Ce que vous ne pouvez pas faire, même Einstein n'aurait pas pu le faire. Ainsi, l'idée de Kaczynski était de détruire les institutions existantes, de se débarrasser de toute technologie et de permettre aux gens de recommencer à zéro et de travailler sur de nouveaux problèmes difficiles. C'est drôle, quand je suis arrivé sur cette partie, je ne m'attendais pas à ce qu'il parle d'un psychopathe. Mais en même temps, ce que le psychopathe dit n'est pas totalement fou. C'est pas des trucs fous, c'est des trucs... ça se voit que ce gars-là, ce Unabomber, ce psychopathe, avait profondément réfléchi sur son truc. Et en quelque sorte, je pense que c'est quand même vrai que pour être heureux, il faut avoir des objectifs à atteindre et il faut atteindre au moins quelques-uns de ces objectifs. Mais bon, voyons ce que Thiel a à dire. Bon, en fait, Peter Thiel explique qu'il comprend le raisonnement de ce psychopathe. Mais il dit qu'il avait tort car il y a toujours des secrets qu'il reste à découvrir dans le monde. Ça, je suis d'accord avec lui. Et qu'il y a tellement de choses à découvrir dans la science et de l'ingénierie et la médecine. D'ailleurs, Peter Thiel fait partie de ces milliardaires qui essayent de combattre la mort. Et il a décidé de se faire, je ne sais pas si c'est cryogéniser, bref, de se faire congeler une fois qu'il sera mort, en espérant être réanimé dans le futur. Bon, il fait partie de ces milliardaires-là qui ont des objectifs vraiment très difficiles à atteindre, comme vaincre la mort. Et il dit aussi que les sociétés doivent être bâties autour des secrets. Les sociétés ne doivent pas arrêter de chercher les secrets. Et si une société arrête de chercher les secrets, selon lui, elle court tout droit à sa perte. Par exemple, il prend l'exemple d'HP, qui dans les années 90 innovait constamment. HP n'arrêtait pas sa poursuite des secrets. Elle recherchait des secrets, recherchait l'innovation et amenait plusieurs gadgets, plusieurs innovations grâce aux secrets qu'elle trouvait. Mais dans le futur, genre dans les années 2000, ils ont de moins en moins innové car ils ont cessé de rechercher des secrets et se sont concentrés sur des conflits internes, la politique d'entreprise et tout ça. Et du coup, HP n'est plus que l'ombre d'elle-même, d'après Peter Thiel. Et une autre stratégie encore que les entreprises doivent adopter, selon lui, les startups en particulier, c'est The Last Mover Advantage. En fait, cette partie du livre, je pense qu'il l'explique mieux dans sa conférence à Stanford, au Stanford University, aux États-Unis. Je vais laisser la vidéo dans la description de l'épisode. Et c'est drôle
parce que j'ai vu la vidéo avant de lire le livre. Je m'attendais à ce qu'il l'explique mieux dans le livre. Mais bizarrement, j'ai mieux aimé ce qu'il a dit dans la vidéo que dans le livre. Bref, ici, il dit que c'est mieux d'être le dernier à rentrer dans un marché. Je cite, « Il est de loin préférable d'être le dernier à agir, c'est-à-dire de réaliser le dernier grand développement sur un marché spécifique et de profiter de plusieurs années de profit monopolistique. Le moyen d'y parvenir est de dominer un petit créneau et de se développer à partir de là, en vue d'une vision ambitieuse à long terme. » Et il donne des exemples. Il dit par exemple, Microsoft a créé le dernier système d'exploitation, le dernier gros système d'exploitation à son époque avec interface graphique et ils ont dominé le secteur du système d'exploitation pendant plusieurs années. Et Google était le dernier moteur de recherche. Après avoir vu ce que Yahoo a fait, ils ont sorti un truc qui était beaucoup mieux, qui était meilleur et ils ont dominé le marché, ils sont devenus le monopole. Il donne aussi l'exemple de Facebook. Il dit Facebook était le dernier réseau social à l'époque. Genre, il y avait MySpace, il y avait plusieurs réseaux sociaux. Mais Facebook est venu, ils ont fait le dernier gros truc, quoi. Et ils se sont imposés. Bref, c'est les exemples qu'il donne. Mais ces explications sont bien meilleures dans la vidéo. Je vous conseille de voir la vidéo. Je pense que vous allez mieux comprendre ce qu'il dit. Et il dit que rentrer en dernier te permet de regarder ce que les autres font et de te positionner stratégiquement pour être meilleur et différent des autres. Et ça aide aussi à créer une société qui aura le monopole sur le marché. Dans le livre, il parle de tellement de choses, de tellement de concepts très intéressants. Ça se voit que le gars, il réfléchit beaucoup à la technologie et la façon dont ça va impacter l'humanité. Par exemple, il parle du fait que les gens sont focalisés sur la technologie comme outil purement technologique. Donc, utiliser la technologie purement sans aucune fusion. Et pour lui, il dit que c'est pas forcément idéal. Il dit que la meilleure utilisation de la technologie, c'est en la fusionnant avec l'être humain. Par exemple, il dit qu'à PayPal, il y avait un problème très important dans leur système de fraud detection. Et il y avait des hackers et des gens mal intentionnés qui voulaient beaucoup d'argent parce que le système de PayPal était défaillant, le système de sécurité de PayPal était défaillant. Et pour résoudre ce problème, ils ont commencé par faire un système purement informatique qui devait fonctionner de façon autonome. Mais c'était tellement complexe. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dû mélanger le système informatique avec un système humain, quoi, avec l'aide d'un être humain pour prendre le dessus. Et grâce à ce mélange, ils ont réussi à résoudre ce problème. Et plus tard, quand il a fini avec PayPal, quand PayPal, il a vendu PayPal à eBay, ce qui s'est passé, c'est que le gars, il a eu l'idée, il s'est dit, mais à l'époque de PayPal, le FBI avait besoin de notre logiciel. À l'époque de PayPal, le FBI sollicitait même les services de PayPal pour détecter des fraudes et le blanchiment d'argent. Du coup, on peut utiliser cette idée. Et il a créé Palantir. Et il a utilisé le même concept dans Palantir, la fusion de la technologie et de l'être humain. Et Palantir est devenu une licorne. Et il dit que Palantir a aidé à détecter où se trouvait Osama Ben Laden, si je me rappelle bien. Bref, ouais, il parle de cette fusion entre la technologie et l'être humain. Il va dans des concepts un peu poussés et ses réflexions, ça me plaît beaucoup. Bon, je vous conseille de prendre le livre. Utilisez le lien dans la description pour l'acquérir, s'il vous plaît. Ça va beaucoup aider le podcast si vous utilisez ce lien en particulier. Maintenant, place aux leçons tirées du livre. Pour ceux qui n'écoutent pas jusqu'à la fin, bon, vous qui avez écouté jusqu'à présent, jusqu'à ce moment du podcast, déjà je vous remercie. Mais sachez que dans chaque épisode du podcast, ce que je fais, c'est que je donne un petit résumé des points qu'on peut retenir, les points les plus marquants du livre, genre les leçons les plus importantes du livre. Donc à la fin de chaque épisode, je donne des points très importants qu'on peut retenir et les meilleures leçons tirées du livre. Et donc je pense que c'est dommage pour ceux qui n'écoutent pas jusqu'à la fin. Je pense qu'ils perdent beaucoup. Donc, les leçons tirées du livre. Déjà, 1. Les gens talentueux n'ont pas besoin de travailler pour vous. Ils ont plein d'options. Et pour les attirer, il faut miser sur la vision de l'entreprise. Ceci, c'est un peu similaire à ce que presque tous les entrepreneurs dont j'ai lu la biographie disent. Par exemple, Xavier Niel, c'était le même concept. Xavier Niel, plusieurs autres.
Bon, je vais laisser le lien vers l'épisode de Xavier Niel que j'ai fait. C'est l'épisode 7, oui. Là, je parle de Xavier Niel, son parcours, son histoire, comment il est devenu riche, comment il a bâti son empire et tout. Donc, c'est une stratégie que les gens qui réussissent utilisent. Si vous voulez avoir du talent, recruter des gens talentueux, aller en compétition avec d'autres entreprises qui ont beaucoup d'argent, proposer un meilleur salaire, il dit que ça ne fonctionne pas. Il dit qu'il faut miser sur la vision de l'entreprise. Et il donne aussi sa technique de management. Il dit que ça a tellement bien fonctionné que ça a beaucoup aidé PayPal à ses débuts. Il dit chez PayPal, il a signé chaque tâche à une seule personne. Et seulement une seule personne. Et la tâche était claire et unique. Genre, chaque employé savait ce qu'il allait faire et il savait qu'il allait être évalué uniquement sur cette chose qu'il avait à faire, sur cette tâche. Et ça a considérablement diminué les conflits selon lui. Parce que les conflits engendrés en entreprise sont très souvent dus au fait qu'il y a une collision entre les tâches qui sont effectuées par plusieurs, par deux ou trois ou plusieurs employés. Un autre point qu'il souligne, le troisième, c'est que votre start-up doit être un type de culte. Les employés doivent être soudés. Ça doit être une équipe unie et ils doivent être des amis. Il dit la culture d'entreprise doit régner en maître. Vous ne voulez pas de renégats qui dévalorisent la culture d'entreprise. Et il dit qu'on doit tout faire pour garder cette culture, garder l'amitié entre les membres de l'équipe et éviter les consultants. Les sociétés de consulting, selon Thiel, sont l'inverse de ce qu'une start-up doit être. Parce que les consultants partent souvent. Genre, ils ne sont pas constants, quoi. Ils s'en vont et la société n'a pas de mission claire. Il est des sociétés de consulting. Il prend Accenture comme exemple. Il dit que les consultants dans Accenture, souvent, ils s'en vont et la société n'a pas de vision nette et claire. Et il dit la différence entre un culte et votre start-up doit être que un culte est fanatiquement dans l'erreur à propos de quelque chose, tandis que votre start-up est fanatiquement dans le vrai à propos de quelque chose. Donc, c'est ça la seule différence. Vous devriez être appelé un culte ou une mafia ou un truc comme ça, tellement la culture d'entreprise règne en maître. Et il dit aussi, l'un des points les plus importants, c'est que construire et ils viendront est un mythe. Un produit tellement bien fait qu'il se vend tout seul n'existe pas. La vente est extrêmement importante. Ça, c'est un truc qu'il souligne. Et il dit que les geeks et les développeurs ne pensent pas vraiment à la vente. Moi, je suis un geek, je suis un développeur, un ingénieur logiciel depuis que j'ai, je sais pas quel âge, depuis que je suis adolescent, je code. Et j'ai travaillé sur pas mal de trucs et il a raison. Il a totalement raison. Focus sur la technique, sur la beauté du produit, la beauté du design, l'informatique, le code, la maintenabilité, tout ça, l'architecture. Mais la vente, on s'en fout de ça carrément. Et il a très raison. Et il dit que les geeks, ils détestent même les vendeurs, limite, ils les méprisent. C'est ce qu'il dit. Avec leur costume en cravate qui essaie de vous arnaquer. Bref, les gens pensent toujours que c'est des arnaqueurs. Mais en fait, il dit les meilleurs vendeurs sont ceux qui arrivent à vous vendre quelque chose sans même que vous vous en rendiez compte. Il prend pour exemple Elon Musk. Il dit qu'Elon Musk, c'est l'un des meilleurs vendeurs. Et je n'avais pas vu Elon Musk sous cet angle-là jusqu'à ce que je lise PayPal, l'histoire de PayPal. L'histoire que je vais vous raconter prochainement. Bref, il parle de la façon dont Elon Musk a réussi à vendre Tesla et SpaceX et acquérir des contrats de plusieurs milliards de dollars avec la NASA. Et c'est brillant. Il dit que les meilleurs vendeurs sont les maîtres, les vendeurs. Il y a plusieurs catégories de vendeurs. Et ceux qui sont maîtres, grandmaster, c'est comme ça qu'il dit, sont ceux qui te vendent un truc sans que tu ne t'en rendes même compte. Et ces gens-là sont très, 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 très rares. Et il faut les garder près de soi. Bon, et pour revenir à ce que je disais, il dit que le fait que les geeks détestent vendre et détestent les vendeurs n'est pas une bonne chose. La meilleure approche est de mettre la vente comme un truc très important. Genre, bien sûr, après la création du produit, parce que c'est le produit qui compte, mais la vente est très importante aussi, ne doit pas être négligée. Bref, le livre est très, très, très édifiant. Je vais m'arrêter là et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode à propos de PayPal, la mafia de PayPal. Les fondateurs, les technophiles, les visionnaires qui ont impacté le secteur financier au début des années 2000 et qui ont créé une fintech légendaire, PayPal. Ne manquez pas le prochain épisode. Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros.
Merci de le partager avec 2 personnes de votre entourage. Donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.